C'est l'une des rares récoltes d'hiver quand le froid glacial recouvre les collines du Périgord. À 20 cm sous la terre se cache un trésor végétal, la truffe. On peut imaginer les hommes préhistoriques y puiser des forces avant de peindre leurs grottes ou après pour célébrer leur œuvre. Le clergé lui a longtemps prêté des pouvoirs maléfiques. Les anciens croyaient à une transformation de la terre sous l'effet des coups de tonnerre. Aujourd'hui encore, la truffe, le diamant noir du Périgord, se pare de qualités presque surnaturelles. Le test ultime, c'est la reconnaissance avec le nez. Le parfum de la truffe noire du Périgord est extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent. Et il y a le supplément, c'est le fait qu'on lui prête des vertus aphrodisiaques. Si elle a eu un tel succès, c'est sans doute qu'il y a un petit fondement dans ce caractère aphrodisiaque de la truffe. La gangue terreuse de ce caillou aux apparences modestes dissimule ce trésor qui a modelé les paysages et sauvé une paysannerie guettée par la famine. Pendant longtemps récolté dans le secret des forêts, depuis les sous-sols du Périgord jusqu'à la reconnaissance des princes, l'aventure de Tuber melanosporum, ou truffe du Périgord, ressemble à une odyssée. Allez, là, allez, on cherche. Allez, là, doucement, doucement. Là, t'es. Là, viens là. Sur le causse calcaire de Sainte-Croix de Mareuil, en Dordogne, un attelage étrange perpétue une tradition. Viens là, viens là. C'est en observant des sangliers, puis en domestiquant des cochons, que les hommes se sont aperçus des capacités de l'animal, capable de déceler une truffe en profondeur et de la déterrer avec son groin puissant. Ah, voilà un beau spécimen peut-être quand même. Elles sont rares celles-ci cette année. Ça sent bon. Entre Daniel et Rosalie, c'est l'histoire de 15 ans de vie commune. J'ai commencé, j'avais 12 ans. J'ai commencé avec une truie et j'ai toujours cherché avec une truie. Mais vous voyez bien, le cochon, il se fatigue jamais. Il cherche toute la journée. Allez, tu l'as trouvé là. Allez, tu l'as trouvé là. Ça commence à mûrir fin novembre, voire 15 décembre. Et après, elles sont toutes là. Sauf qu'il y en a qui sont mûres, les autres qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'il faut passer environ tous les 15 jours. Chaque passage, on ramasse de la truffe mûre. Et on laisse celle qui n'est pas mûre. Allez, cherche. Avant Rosalie, il y eut Nini. Et avant celle-ci, une autre Rosalie encore. Et ainsi de suite avec des laits au même prénom depuis 50 ans. Pourquoi s'embêter ? C'est vrai que quand on parle de récolte, c'est pas des tombereaux, hein, ni une brouette. C'est avec un petit sac et encore, c'est bien beau. Au milieu de ce paysage à l'habitat dispersé, les forêts, les champs et les plantations de chênes truffiers témoignent d'une activité agricole ancienne. L'économie de la truffe marque le territoire. Le tubercule offert capricieusement par la nature à un peuple de chasseurs-cueilleurs est devenu un produit de culture qui a permis à plusieurs générations de paysans de s'extraire de la pauvreté. À Sorges, pour qu'on comprenne bien où on est, un rond-point avec une truffe en fer jaillit de la terre. Jean-Charles Savignac, l'ancien maire, est une sorte de croisé de la truffe, intarissable sur le sujet. La truffe était connue depuis l'Antiquité. Les Égyptiens même avaient connaissance de toutes ses qualités. Les Romains en ont consommé, les Grecs également. Et puis petit à petit, la noblesse du Périgord s'est rendue compte que c'était un cadeau très apprécié, notamment à la cour. Elle a été portée sur les tables des rois, François Ier notamment. Et puis ensuite, c'est surtout Louis XIV, Louis XV. Et on avait l'habitude de préparer des plats avec beaucoup de truffes. La dinde truffée, par exemple, c'est une dinde avec 2 kilos de truffes. La truffe du Périgord est la meilleure, écrit Diderot dans son encyclopédie.
La truffe rend les femmes plus tendres et les hommes plus aimables, enchérit le grand auteur culinaire Brillat Savarin. Napoléon et l'écrivaine Colette en raffolent. Le tsar s'en fait livrer à Saint-Pétersbourg, le Périgord en profite. La truffe ici a été récoltée naturellement, c'est une truffe un peu sauvage, dans des places que les gens connaissaient. On s'est mis à découvrir la façon de la cultiver et de la produire en plus grosse quantité. Et sur la commune de Sorges, ici où nous sommes, elle a atteint 6 tonnes. C'est l'équivalent de tout le Périgord actuellement. Et la production de truffes mondiale, que l'on estime à 150 tonnes, le Périgord la produisait tout seul. En observant la nature et à force d'essais, des médecins, des instituteurs, des botanistes s'aperçoivent qu'il y a une relation, que l'on n'appelle pas encore symbiose, entre les racines d'un arbre, en général un chêne, et ce champignon hypogée, c'est-à-dire qui pousse sous la terre. Dans les années 1860, le phylloxéra vient de détruire une grande partie des vignes. La famine guette. On plante à la place des hectares et des hectares de glands. Nous sommes ici au Peille, un village de la commune de Sorges, et dans cette forêt qui paraît touffue, sans intérêt, quand on regarde à l'intérieur, on aperçoit des alignements. Alors ces alignements, ce sont les vestiges des grandes truffières plantées du 19e siècle. Cette production plantée est le fait souvent de propriétaires de grands terrains, et donc il y a toute une activité de nettoyage du sol, de préparation du sol chaque année, sans parler de la période de la récolte où il faut bien sûr des équipes qui se relaient avec des cochons pendant des semaines et des semaines à partir de novembre jusqu'au mois de février pratiquement. On trouve encore des bories, ces cabanes en pierre sèche qui servaient d'abri et d'entrepôt. Elles rappellent la vie des paysans sans terre, payés à la tâche et venus avec leurs cochons des départements environnants. Ils vivent alors sur le lieu même de la production pendant tout l'hiver pour éviter les vols. Dans les petits hameaux qui voient leurs revenus augmenter, l'architecture se modifie au point qu'on parle aujourd'hui de maison de la truffe, comme dans le petit bourg d'Anchose. Pendant l'âge d'or de la truffe, c'est-à-dire les années 1860-1910 environ, il y a eu un supplément de revenus important qui a été distribué sur tout le Périgord. Cela a permis, par exemple, d'ouvrir un certain nombre de pièces supplémentaires dans les grandes maisons. Et puis, on a construit des granges, de grandes granges. Et naturellement aussi, on a amélioré des détails d'architecture. Par exemple, beaucoup de portails ont été créés avec des détails de construction qui marquaient un peu l'afflux d'argent lié à la truffe. Dans les villages de Dordogne, les marchés aux truffes rythment l'hiver. La loi de l'offre et de la demande, nimbée d'un caractère un peu parallèle, participe du mythe qui entoure la truffe encore aujourd'hui. Le point central de cette économie se trouve à Périgueux, la plus grande ville du département, où 2 événements accompagnent le rayonnement de la truffe jusqu'au début du XXe siècle. Dans les petites rues historiques, au pied des coupoles de la cathédrale Saint-Front, c'est d'abord une invention technique qui révolutionne l'économie. Tout se transformera avec la découverte du système d'appert, l'apertisation, qui n'est autre que la stérilisation. C'est-à-dire qu'on va mettre en boîte, des conserveries vont naître dans cette rue. Alors ici, nous sommes au cœur du Périgueux gourmand et celui des gourmets. Dans un décor architectural tout à fait théâtral, exceptionnel, avec de l'art roman, avec des éléments italianisants, de l'époque classique aussi, eh bien, c'était le Périgueux très animé, avec ses conserveries de truffes, ses conserveries de foie gras. Après l'apertisation et la révolution des conserves, une autre invention technique qui n'est pas propre au Périgord va occasionner des modifications encore plus profondes.
l'arrivée du train en 1857 offre un débouché nouveau aux conservateurs de truffes et de pâtés truffés. Donc le monde ouvrier arrive dans ces nouveaux espaces qui vont être urbanisés. Tous les petits conserviers du centre-ville vont s'installer ici avec beaucoup plus d'employés. On va arriver jusqu'à une centaine parfois d'employés avec des femmes. Les femmes vont prendre une certaine liberté. Elles vont s'organiser en syndicats. On va avoir des syndicalistes. Et c'est une nouvelle société qui va naître. Mais la Première Guerre mondiale vient foudroyer l'activité. Les hommes envoyés au front emportent leur savoir-faire dans les tranchées. Les femmes, occupées à maintenir les foyers, désertent les usines. La trufficulture va mettre 60 ans à se relever, concurrencée par des truffes de Chine. La profession décide de se ressaisir dans les années 80. En témoigne ce centre culturel qui abrite le marché aux truffes de Périgueux. Cette construction, qui remonte au XIVe siècle, est appelée la maison du pâtissier, soit celui qui faisait les pâtés. Des contrôleurs assermentés surveillent aujourd'hui la qualité de chaque truffe avec une attention de bijoutier. C'est déjà bien mûr. Ouais. Vous commencez à la palper. Il faut qu'elle soit quand même dure, une certaine souplesse, mais pas trop, parce qu'une certaine souplesse après, c'est une truffe qui est à maturité. Donc il faut la vendre très rapidement. Et en fonction de la couleur, de l'aspect de la truffe, et surtout de l'odeur aussi qu'elle a, elle est classée en première catégorie ou en seconde catégorie. Ce que l'on voit ici, ça fait du granulé, quoi, ni plus ni moins, c'est des pointes de diamant. Et là, on voit l'aspect qu'il y a ici, ça fait une incurvée, c'est ce qu'on appelle la fesse. Il faut reconnaître que maintenant, elles ont un parfum qui est... C'est sublime. Je vais faire une purée à la truffe. Voilà, de la purée de pommes de terre, toute simple, avec un petit peu d'huile d'olive et de la truffe râpée. Parce que moi, je trouve que la truffe, elle est meilleure quand elle n'est pas cuite. Il faut compter 5 grammes par personne, hein. 5-6 grammes. C'est pas la peine, il ne faut pas croire qu'il faut des quantités phénoménales. Quand vous faites des œufs à la coque, il faut 4-5 grammes de truffes, c'est tout. Allez, Macara, faut que tu nous trouves 5 kilos aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas s'y tromper. L'homme et le cochon se promenant dans les bois est une image d'Épinal. Aujourd'hui, une nouvelle génération de trufficulteurs s'impose. Oh, sans mousse ça là, ouais. Moins portée sur les traditions, essayant de dompter le champignon sauvage avec de nouvelles méthodes, comme Céline Lambert dans sa truffière à Saint-Germain-du-Salambre. C'est bien, Macara. On ne sait pas, le chien va marquer et ça peut être aussi bien une petite truffe, une truffette, donc moins de 10 grammes, comme ça peut être une de 200 ou voilà, donc surprise, surprise. Attends, non, je l'ai vu. Oh, c'est beau ça. Ah, là, je dis oui. Et il y a tellement de choses à prendre en ligne de compte. Le terrain, l'exposition, l'hygrométrie. C'est ça aussi qui est magique, je trouve, de s'adapter constamment. En fonction de la météo, du soleil, de l'eau, de tout ça. Il n'y a pas de truffière identique. Les dernières recherches scientifiques ont montré que la mycorrhization, c'est-à-dire les échanges souterrains entre végétaux, comme la truffe, aurait permis l'apparition de la vie sur Terre il y a 500 millions d'années. Même en perdant ces derniers secrets, c'est comme si la truffe du Périgord était encore plus magique.